Lecture du cycle de conférences de Rudolf Steiner intitulé Âme des peuples, la mission des âmes de quelques peuples dans ses rapports avec la mythologie germano-nordique. Bibliographie numéro 121, publiée en 1990 aux éditions Triade, traduction en français de l'allemand par Henriette Waddington et Gabriel Wagner. Le lecteur est Stéphane Le Joly. La compréhension de ce cycle de conférences présuppose que les auditeurs soient familiarisés avec les bases de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Lecture de la troisième conférence Christiana, Oslo, le 9 juin 1910. Nous aurons à dire dans ces conférences des choses que tout le monde peut admettre facilement et dont chacun peut voir l'intérêt. Mais l'ensemble n'en serait pas compréhensible si nous n'entrions pas, pour être plus complet, dans certaines considérations qui sont plus difficilement accessibles que la majeure partie de cette étude. Aujourd'hui, par exemple, nous allons jeter un coup d'œil sur l'être intérieur des entités dont nous avons parlé dans les deux précédentes conférences, les esprits normaux des peuples. Nous avons déjà dit, il le fallait pour les caractériser extérieurement, que ces entités se trouvent à 2 degrés d'évolution au-dessus de l'être humain et qu'elles travaillent à la transformation de leurs corps éthériques en ce qu'on appelle esprit de vie ou buddhi. Ce travail tisse un réseau où l'être humain est inclus. Pour autant que l'évolution de ces entités progresse en entraînant celle de l'être humain, l'esprit du peuple se reflète dans l'individualité humaine par les caractères que cette dernière doit à son peuple. Cherchons maintenant à pénétrer dans la vie intérieure d'une de ces âmes de peuple. Si nous voulons éclairer l'être intérieur de l'être humain d'aujourd'hui, nous devons nous représenter qu'il est composé de 3 éléments. L'âme de sensibilité, qui est en somme l'élément le moins élevé de notre intériorité, l'âme d'entendement ou de cœur, qui est sa partie médiane, l'âme de conscience, son élément le plus élevé, le premier où le je humain puisse vraiment devenir conscient de lui-même. À vrai dire, la conscience de soi n'est effectivement présente que dans l'âme de conscience. Le je humain ne s'en active pas moins dans les 3 parties du psychisme, dans l'âme de sensibilité, dans l'âme d'entendement ou de cœur, et dans l'âme de conscience. Dans l'âme de sensibilité, son activité est telle que l'être humain se doute à peine de sa présence. Aussi l'être humain y est-il livré à toutes ses pulsions et à toutes ses passions. Le je couve obscurément dans ce que nous appelons l'âme de sensibilité. Dans l'âme d'entendement ou de cœur, le je s'efforce d'émerger et devient perceptible, mais il ne s'éclaire tout à fait que dans l'âme de conscience. Quand on veut étudier séparément ces 3 éléments de la vie intérieure, il faut voir en eux 3 modifications, 3 parties du corps astral. Il est vrai, ces 3 parties du corps astral qui modifient ce dernier métamorphosent le corps astral lui-même, le corps éthérique et le corps physique, ce qui est en fait une préparation. Mais l'être intérieur proprement dit, le psychisme humain, il ne faut pas le chercher dans ces métamorphoses. Ce qui le compose, ce sont 3 modifications du corps astral. Ces dernières doivent utiliser certains outils qui se présentent comme suit. L'instrument de l'âme de sensibilité est en quelque sorte dans le corps astral. L'âme d'entendement ou de cœur a son instrument dans le corps éthérique.
et l'âme de conscience dans le corps physique. Voilà comment nous pouvons distinguer l'être intérieur de ce qui constitue ses enveloppes. Chez l'être humain, la nature intérieure est donc formée de 3 modifications du corps astral. Tandis que chez l'homme, la vie intérieure où s'active le je et qu'il marque de son empreinte se présente sous forme de 3 modifications du corps astral, chez ces entités spirituelles appelées esprits des peuples, l'intérieur à proprement parler, ou ce que nous pouvons comparer à l'intériorité chez l'être humain, est fait de 3 parties, 3 modifications du corps éthérique. Tout comme nous distinguons en l'être humain âme de sensibilité, âme d'entendement et âme de conscience, il faut que nous distinguions 3 modifications dans le corps éthérique chez les entités archangéliques ou esprits normaux des peuples. Or, comme ces modifications concernent non le corps astral, mais le corps éthérique, elles sont absolument, essentiellement différentes de celles qui sont dans la vie de l'âme humaine. C'est pourquoi vous devez aussi vous représenter la forme de conscience et toute la vie psychique de ces esprits des peuples tout autrement que celle de l'être humain. Maintenant, nous allons progresser, chez ces esprits des peuples, de caractères extérieurs vers l'intérieur de leur psychisme. Ce ne sera pas très facile, mais nous devons pourtant chercher à franchir ce Rubicon. Il faudra pour cela partir d'un concept qui vous est familier, d'une notion, quelle qu'elle soit, qui puisse offrir une certaine ressemblance avec la vie intérieure des esprits des peuples. L'être humain n'a pas, normalement, beaucoup d'idées qui soient dans ce cas, car sa conscience contient fort peu de ce qui vit dans celle de l'archange. Mais vous pourrez tout de même vous en faire une représentation si vous me suivez patiemment dans ce qui va être envisagé. Vous avez tous appris à l'école que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, et vous savez qu'aucune expérience extérieure ne pourrait vous en communiquer la connaissance. Vous pouvez prendre des triangles de fer ou de bois et mesurer les angles avec un rapporteur, mais cette expérience matérielle ne vous fera pas comprendre pourquoi les 3 angles ensemble font 180 degrés. Or, si vous faites le raisonnement sur une figure géométrique, dessinée ou imaginée, peu importe, le savoir vous est aussitôt acquis. Vous devez l'apprendre par la force de votre propre esprit, en vous-même. Ce que je dessine ne sert qu'à donner un support visuel au raisonnement. Rudolf Steiner dessine un croquis qui apparaît dans le livre. Cette figure vous donne la preuve absolue que la somme des angles est de 180 degrés. Une fois que votre âme s'en est bien pénétrée, la certitude vous est acquise pour tous les cas de figure. Vous pouvez voir la figure en pensée, sans même la dessiner. Vous effectuez ainsi une opération purement idéale par la force de votre propre être intérieur, sans avoir besoin de sortir de vous-même. L'espace d'un instant, vous pouvez imaginer que ce qu'on appelle le monde perçu et ce qui entre en l'être humain par les sens n'existe pas. Si vous pensez qu'il n'y a pas de monde extérieur, mais un espace construit en pensée, pour n'importe quel triangle de cet espace, la somme des angles serait de 180 degrés. Pour que vous parveniez à une connaissance géométrique ou mathématique, il n'est pas nécessaire qu'un objet extérieur s'offre à vos sens. Il suffit d'une expérience intérieure se déroulant au sein de la conscience.
J'ai dû me servir de cet exemple qui est le plus simple et le plus pratique de tous, chacun l'ayant appris à l'école. La logique de Hegel aurait pu aussi donner une somme de concepts intériorisés, mais nous aurions rencontré trop d'inconnus, cette logique étant peu répandue. Il vous est donc possible de voir que l'être humain peut acquérir des connaissances par une voie purement intérieure, sans y être incité du dehors par quoi que ce soit. Si vous vous représentez ce qui n'est accessible dans le monde que grâce à une construction mathématique, vous aurez au moins partiellement compris comment un archange prend conscience de quelque chose. Ces entités ne perçoivent en effet nullement un monde tel que celui qui s'offre extérieurement à l'être humain, fait de couleurs et de sons. Un être, comme elles, n'éprouve jamais de telles sensations, n'a jamais la possibilité d'aborder une chose par le toucher et de l'apercevoir. Ce genre d'expérience lui est inconnu. Mais il fait bien une expérience qu'on pourrait décrire ainsi. Voici que me parvient quelque chose d'un monde qui m'inspire. Ce monde est passé par ma conscience. Il remplit ma conscience. Ne croyons pas néanmoins que les archanges soient doués de la seule représentation mathématique, mais plutôt que l'être humain est si imparfait qu'il ne peut se représenter l'activité des archanges que sous la forme des abstractions que sont les vérités mathématiques. Celles-ci apparaissent normales aussi bien aux êtres humains qu'aux esprits des peuples. Vous pouvez donc en conclure que le monde physique extérieur, qui existe pour l'être humain par ses sens, ne concerne nullement les archanges. Ainsi, le monde physique existe pour l'être humain, qui par ses sens en reçoit les messages, sous une forme et d'une manière dont l'archange n'a pas connaissance. Effacez par contre de votre image de l'univers ce qui est uniquement sensation physique. Ôtez de vos pensées ce que vous avez reçu des perceptions extérieures. Vous aurez alors supprimé de votre image du monde ce qui ne représente rien pour les archanges. Mais alors, nous dirons-nous, que reste-t-il pour les archanges de ce qui peut devenir conscient pour l'être humain? Qu'en reste-t-il pour les esprits des peuples? Tout ce qui vit dans notre âme de sensibilité, tout ce que le monde extérieur apporte couramment de plaisir et de peine, les couleurs, les sons et toutes les perceptions sensorielles de ce monde, tout cela n'est rien pour ces entités. Effacez donc le contenu total de votre âme de sensibilité et dites-vous que tout ce que notre image du monde doit à cette âme n'a aucune importance pour les archanges. Ils n'y interviennent pas. Une partie de l'âme d'entendement aussi est absolument sans intérêt pour eux. C'est celle qui est excitée par les perceptions extérieures. Ce qui est provoqué du dehors, que l'être humain élabore par sa raison, éprouve dans son sentiment, ne les concerne pas non plus. Mais dans l'âme d'entendement, il se passe déjà certaines choses pour lesquelles l'être humain se retrouve en quelque sorte sur le même terrain que les archanges. Nous pouvons nous rendre compte de façon très précise que de telles choses se jouent dans l'âme d'entendement ou de cœur, en voyant par exemple comment ce que nous appelons notre idéal moral entre dans notre vie. Il n'existerait pas d'idéal moral si nous en étions réduits aux perceptions sensorielles venant du monde extérieur, pour pouvoir éprouver des sensations, ressentir du plaisir ou de la peine et former des idées. Nous pourrions certes nous réjouir à la vue des fleurs dans un pré,
ou des belles lignes d'un paysage, mais notre cœur ne pourrait jamais s'enflammer pour un idéal. Ce n'est pas du monde extérieur qu'il pourrait nous venir, qu'il s'inscrirait dans notre âme et susciterait notre adhésion ardente. Ce qu'il faut, c'est non seulement embraser son âme de sensibilité, c'est aussi penser son idéal. Celui qui ne fait que sentir, celui qui ne pense pas, celui-là pourra être un exalté, mais pas un homme pratique. Un idéal, nous ne devons pas le recevoir du dehors dans notre âme de sensibilité, mais il doit, du monde spirituel, s'infiltrer en nous, et notre âme d'entendement ou de cœur doit l'élaborer. C'est dans l'âme d'entendement ou de cœur et dans l'âme de conscience que vivent les idéaux en matière d'art, d'architecture, et ainsi de suite. Ils sont liés à ce que l'être humain ne peut pas percevoir de l'extérieur, mais qui imprègne et embrase néanmoins sa nature intérieure, composant ainsi en partie sa vie. Considérez la vie des peuples, voyez comment, d'époque en époque, surgissent sans cesse de nouvelles représentations, de nouveaux mystères cosmiques. Où les Grecs auraient-ils trouvé leur représentation de Zeus et d'Athéna s'ils ne s'étaient fiés qu'à la seule perception extérieure? C'est du dedans que s'est mis à vivre ce qui trouve dans la sagesse les mythologies, les religions et le savoir des peuples. Nous devons ainsi voir que la moitié de notre être intérieur, de notre âme d'entendement ou de cœur, et de notre âme de conscience tire son contenu de l'intérieur. Et c'est justement pour autant que l'être humain s'imprègne de ce qu'il reçoit ainsi que les archanges peuvent pénétrer dans l'être intérieur. C'est jusque-là aussi que va leur vie proprement dite. Vous devez par conséquent exclure de leur vie intérieure ce que l'âme de sensibilité reçoit du monde extérieur et sur quoi travaille l'âme d'entendement ou de cœur. Mais en plus, il y a encore ce que nous appelons notre je. Il est pour nous l'élément le plus élevé de notre entité. Ce que nous introduisons dans la conscience morale, c'est l'ensemble de notre idéal, nos conceptions morales et esthétiques, nos idées. La vue est comme interdite à l'être humain vers le dedans, mais elle peut s'ouvrir vers le dehors au moyen des sens. L'être humain peut se dire, en percevant les couleurs, les sons, la chaleur et le froid, qu'il est pourtant conscient que, derrière ces perceptions de couleurs, de sons, de chaleur et de froid, il existe une réalité. Ce sont les êtres des règnes animal, végétal et minéral. C'est ce qui est caché derrière la perception, de sorte que l'être humain peut penser que le monde continue par-delà la perception. Mais la vue de cet au-delà est ordinairement fermée à l'être humain. Si elle ne l'était pas, le matérialisme ne pourrait pas du tout exister. Si l'être humain pouvait voir librement le domaine qui s'élève au-dessus de l'âme d'entendement et de l'âme de conscience, il serait aussi insensé de douter du monde spirituel qu'il le serait aujourd'hui de mettre en doute l'existence du monde des animaux, des végétaux et des minéraux. Pensez maintenant à ceci. Le je de l'être humain, le plus haut de ses constituants, comprend les trois âmes de sensibilité, d'entendement et de conscience. La vie psychique de l'archange commence par ses expériences dans l'âme d'entendement ou de cœur et s'élève ensuite dans le je.
Ce dernier, toutefois, s'étend dans un monde de règne plus élevé, un royaume de faits spirituels, dans lequel il vit comme l'être humain vit au sein des règnes animal, végétal et minéral. Nous devons donc reconnaître que cette entité archangélique peut, il est vrai, avoir dans la vie de son psychisme ce que nous appelons un jeu humain. Mais nous ne pouvons cependant pas dire que le jeu de l'archange soit de même nature que ce dernier. Le jeu d'un archange n'est pas à confondre avec celui d'un être humain. Le jeu de l'archange a en effet 2 degrés d'avance sur le jeu humain, si bien que, par son jeu, l'archange a des racines dans un monde supérieur. De même que par ses perceptions sensorielles, l'être humain voit des couleurs, entend des sons, l'archange a la vision d'un monde d'en bas dans lequel le jeu possède une vérité objective, mais où s'agglomère encore autour de ce jeu une certaine partie de l'astral que nous autres hommes connaissons comme âme d'entendement ou de cœur. Représentez-vous ces entités contemplant un monde qui ne va pas jusqu'au minéral, au végétal et à l'animal. Dites-vous qu'en revanche, leur regard, qui est spirituel, contemple l'image de l'univers qui est le leur et qu'ils y perçoivent des points qui sont des sortes de centres. Ces points sont les jeux des êtres humains autour desquels s'assemble quelque chose comme une aura. Vous avez ainsi une idée de la façon dont un être archangélique voit les individualités faisant partie du peuple qui est le sien. Son univers consiste en un champ de perception astrale où se trouvent certains centres et ces points sont les personnes humaines individuelles, les jeux humains. Ainsi, tout comme les couleurs et les sons, la chaleur et le froid sont dans notre champ de perception et constituent le monde qui compte pour nous, nous sommes nous-mêmes, par une partie de notre vie intérieure, dans le champ de perception des êtres archangéliques, des esprits des peuples. Et tout comme nous intervenons dans le monde extérieur, le façonnant pour en faire des instruments, nous sommes nous-mêmes objets du fait que nous appartenons à tel ou tel esprit d'une ethnie et faisons partie du champ d'action des archanges, des esprits des peuples. Si surprenant que cela puisse paraître, nous effleurons ici l'épistémologie supérieure qui est celle des archanges. Leur théorie de la connaissance est en effet bien différente de celle des humains, déjà par ce qui est le donné. Le donné, pour l'être humain, est répandu dans l'espace et vient à lui par l'essence, couleur, son, chaleur, toucher dur ou mou. Pour l'archange, le donné est dans le champ de la conscience des humains. Les expériences intérieures des êtres humains, pour autant que ce vécu se déroule dans l'âme d'entendement ou de cœur, s'agglomèrent autour des centres, des nombreux points que perçoivent les archanges. Mais leur activité propre, dans le cas correspondant, est d'ordre plus élevé. Comment donc l'image de l'univers des archanges, ou esprit des ethnies, peut-elle se différencier? Pour l'être humain, le monde est diversifié du fait que, quand il prend un objet dans sa main, il le ressent comme chaud ou froid. L'archange éprouve quelque chose d'analogue en rencontrant des individualités humaines. Il en voit qui ont davantage d'activité intérieure, une âme plus riche, et l'impression que ces êtres humains font sur lui est plus forte. D'autres lui apparaissent paresseux, endormis, leur psychisme est indigent. Ces êtres sont pour lui
ce qu'est la chaleur et le froid dans l'image que l'âme humaine se fait de l'univers. C'est ainsi que l'image du monde se différencie pour l'archange et que d'après cette image, il peut se servir des individus, travailler pour eux, tout en tissant le réseau par lequel sa propre entité dirige l'ensemble du peuple. Un autre rapport existe encore entre la vie de cet archange et celle du peuple qu'il dirige. De même que la vie humaine connaît des phases ascendantes et descendantes, une jeunesse qui monte et une vieillesse qui décline, l'archange éprouve sa jeunesse et sa vieillesse dans l'ascension et la régression de la civilisation d'un peuple. Note de l'éditeur, voir à ce sujet le livre L'ascension et la régression de la civilisation d'un peuple, qui est une conférence dans Menschenschicksal und Völkerschicksal, Destin des hommes et destin des peuples, GA 157. La conférence du 16 mars 1915 à propos de l'empreinte des esprits des peuples sur le caractère national de différents peuples européens. Fin de la note de l'éditeur. Regardons à nouveau dans la vie intérieure d'un de ces archanges. Ce que j'en ai dit vous a fait remarquer que l'être humain reçoit du dehors ce que l'archange reçoit du dedans. En revanche, lorsqu'il perçoit en lui comme autant de centres les individualités du peuple, il a l'impression, bien qu'elles apparaissent du dedans dans sa conscience, qu'elles lui sont néanmoins quelque chose d'étranger. Cela surgit en lui un peu comme une trouvaille subite dans notre esprit. Ce qui, chez l'archange, correspond à la jeunesse et à la vieillesse de l'être humain, l'atteint aussi autrement que l'être humain. Ce dernier ressent la jeunesse dans ses membres, frais et dispos, son être qui grandit et se développe. La vieillesse, ce sont les muscles qui deviennent flasques et les membres qui refusent de servir. L'homme sent que cela vient du dedans de lui-même. L'archange, il est vrai, ressent le tout comme venant de l'intérieur. Mais malgré cela, l'ascension et le déclin du peuple lui paraissent étrangers. C'est quelque chose dont il a l'impression que cela ne dépend pas de lui, donc qu'il n'a pas directement affaire à cela, mais que cela lui donne l'occasion de s'incarner à une époque donnée dans un peuple déterminé. Quand la possibilité d'une incarnation existe, dans un peuple qui en est à la période ascendante de son existence, dont la force de croissance est maximale, alors l'archange descend. Tout comme descend l'être humain ayant parcouru la vie entre mort et nouvelle naissance. Voilà comment l'archange descend dans une ethnie pour s'y incorporer. Il sent également sa mort, la nécessité de se séparer de ce peuple, lorsque ses perceptions ou les centres qu'il perçoit deviennent moins productifs, moins actifs, moins riches de contenu. Le moment vient pour lui de quitter cette communauté ethnique. Il entre alors dans son dévachant, dans sa vie entre mort et nouvelle naissance, attendant l'occasion de retrouver d'une autre manière une nouvelle communauté ethnique. Ainsi la vie d'un peuple juvénile qui monte correspond pour l'esprit du peuple à la jeunesse, perçue comme un élément dynamique en expansion dans lequel il vit. La période descendante de la vie de ce peuple, il la ressent comme si se desséchaient les centres qui sont dans le champ de ses perceptions. Nous avons ainsi un petit aperçu, pourrait-on dire, de l'intériorité d'une de ces âmes de peuple.
En considérant ce qui vient d'être dit, nous pouvons voir qu'à certains égards, une âme comme celle-là est assez éloignée de la vie des individus humains, car ce qui vit dans l'âme de sensibilité et dans la partie inférieure de l'âme d'entendement constitue un domaine où l'esprit du peuple, l'archange, ne pénètre pas. Ce domaine est pourtant très réel pour l'être humain. Celui-ci sent fort bien qu'il fait partie de ce que sa propre vie a de plus profond, de plus intime. Sous un certain rapport, la nature de l'archange qui guide un peuple plane au-dessus des individus. Les choses personnelles éprouvées par l'être humain du simple fait qu'il perçoit au moyen de ses sens, l'archange qui conduit le peuple leur reste étranger. Mais il existe des médiateurs, et il est important pour nous de comprendre qu'il y a de ces médiateurs. Ce sont les êtres que nous appelons anges et qui se trouvent entre l'archange et l'être humain. Prenez les mots au sens strict. Les esprits des peuples sont des archanges, des esprits qui ont achevé de transformer leur corps astral en soi-esprit ou manas, et qui transforment à présent leur corps de vie en bouddhi. Les entités angéliques sont à mi-chemin entre ces dernières entités et les êtres humains. Elles sont occupées à transformer leur corps astral en manas ou soit esprit, mais elles n'ont pas encore achevé ce travail. L'être humain n'en est encore qu'au début de cette tâche à l'époque actuelle, alors que les anges sont près de l'avoir achevé, sans cependant y être encore parvenus. C'est pourquoi le domaine de ces entités est en contact plus immédiat avec celui où se joue l'existence humaine. On peut dire que toute la nature psychique des entités angéliques se tourne vers ce que nous appelons corps astral. Aussi ont-elles une pleine compréhension des expériences que peut faire l'âme humaine par la souffrance et la joie. Mais comme d'autre part, elles dépassent de loin le jeu humain, leur jeu étant supérieur au nôtre, et qu'elles peuvent percevoir une partie du monde spirituel, leur monde conscient touche le domaine où les archanges ont le leur. Elles sont donc, à juste titre, médiatrices entre l'archange et l'individualité humaine. Les anges reçoivent eux-mêmes les ordres des esprits des peuples qu'ils communiquent aux âmes individuelles, et de leur médiation résulte ce que tout homme peut faire, non seulement pour son propre progrès, son propre développement, mais pour l'ensemble du peuple qui est le sien. L'être humain fait l'expérience de ces deux courants qui, côte à côte, participent à son existence. L'un d'eux le mène d'incarnation en incarnation, le concerne personnellement, et il doit s'occuper de lui, avant tout pour remplir le devoir, qui est au fond le plus impératif de tous, car ce devoir est vraiment le sien. Il ne doit pas rester sur place, car les germes déposés en lui resteraient stériles s'il ne s'en occupait pas. C'est là sa propre affaire, ce qui le fait progresser d'incarnation en incarnation. Mais ce qu'il apporte en contribution à sa communauté ethnique, ce qui fait directement partie des affaires de cette communauté, lui est inspiré par l'ange, qui apporte aux individus les commandements de l'archange. Nous pouvons donc nous représenter un pays habité par un peuple. Puis au-dessus de ce pays, l'aura éthérique de ce peuple. Les forces de l'esprit du peuple s'exercent sur cette aura pour modifier le corps éthérique de l'être humain d'après les trois modalités indiquées. L'archange intervient ainsi dans l'aura de l'ethnie. Nous voyons en lui un être supérieur, en avance sur l'être humain de 2 degrés, qui
plane au-dessus du peuple tout entier et donne ses instructions concernant les grandes lignes de ce que le peuple aura à réaliser. L'archange sait ce qui doit se faire pendant la phase de croissance où le peuple a la fraîcheur de la jeunesse. Il sait à quelles entreprises doit être utilisée la période qui va de la jeunesse à la vieillesse pour que ces impulsions puissent agir comme elles le doivent. L'archange dessine à grands traits. Mais ici, sur le plan physique, c'est l'être humain qui doit travailler, faire le nécessaire pour que se réalisent les grands desseins. C'est là qu'entre l'individu et l'archange, le lien est établi par une entité. L'ange qui pousse l'être humain à la place qui doit être la sienne afin que passe dans le sentiment du peuple ce qui correspond aux grandes directives de l'archange. Considérez ce que je viens d'évoquer comme une réalité et non une simple allégorie si vous voulez vous en faire une juste idée. Dans la trame ainsi tissée par l'archange interviennent par ailleurs ceux que nous appelons les archanges anormaux, les esprits du langage que j'ai caractérisés dans la dernière conférence. Mais nous avons vu aussi comment agissent les esprits anormaux de la personnalité, les archées. Le regard spirituel peut donc trouver le terrain où l'archange donne ses ordres et distribue les missions dont les anges chargeront les individus humains. Or, l'archange peut aussi agir dans le domaine des esprits anormaux de la personnalité. Et ces esprits, qui poursuivent des buts tout différents de ceux des archanges, peuvent par leur propre activité contrecarrer à certains égards les mesures prises par l'archange. Lorsque cela se produit, et que ces esprits anormaux de la personnalité gênent le travail de l'archange, on peut constater qu'au sein d'un peuple se constituent des groupes qui reçoivent des tâches particulières. Quand de tels groupes existent à l'intérieur d'un peuple, c'est un signe extérieurement visible de l'activité de ces esprits. Cela peut durer pendant plusieurs siècles. Par exemple, en Allemagne, dans le pays où nous devons justement répandre la science de l'esprit, on peut observer que l'archange des Allemands s'est heurté pendant des siècles à l'action souvent contraire de certains esprits de la personnalité. Que la nation allemande soit émiettée en beaucoup de petits peuples, cela résulte de la double intervention de l'archange et de ses esprits. Les peuples de ce genre sont peu portés à la centralisation. Ils ont plutôt en vue le développement des individus. À certains égards, la chose a du bon, car une grande diversité et de nombreuses nuances s'expriment par là dans le caractère de l'ethnie. Mais le cas suivant peut aussi se présenter. Il arrive qu'à certains moments, c'est non l'esprit anormal, mais l'esprit normal de la personnalité, agissant comme esprit du temps, qui prend, pourrait-on dire, une importance plus grande que ce n'est le cas dans le cours ordinaire des choses. Quand nous considérons un peuple, la première puissance qui nous apparaisse, c'est l'archange. L'esprit du temps intervient en donnant ses ordres à l'archange, lequel les transmet aux anges, qui les communiquent aux individus humains. Comme on ne voit généralement que ce qui vous est le plus proche, l'action de l'archange dans cet ensemble paraît la plus importante. Mais il peut aussi arriver que l'esprit du temps donne des ordres plus impérieux, plus lourds de conséquences, et qu'il soit pour ainsi dire contraint de retirer quelque chose à l'archange et de détacher de l'ensemble une partie du peuple afin que la tâche de l'époque, la mission de l'esprit du temps, puisse être accomplie. Dans un pareil cas, des communautés ethniques se séparent du peuple. Alors l'esprit du temps a visiblement la haute main sur l'action de l'archange.
C'est ce qui s'est passé lorsque le peuple hollandais s'est détaché du tronc commun qu'il formait avec le peuple allemand. La Hollande et l'Allemagne avaient originellement un même archange. Et la scission s'est opérée du fait qu'à un moment donné, l'esprit du temps a séparé de la communauté une partie et lui a confié les entreprises qu'avait à cœur de réaliser l'esprit des temps modernes. L'histoire n'est pas autre chose que l'aspect extérieur, la maya, de ce qui se passe intérieurement. Et tout ce que vous pouvez savoir de l'histoire des Pays-Bas n'est qu'un reflet de ces événements cachés. Ainsi, nous voyons extérieurement qu'une scission s'est produite entre le peuple hollandais et la communauté ethnique allemande. Mais le fond des choses, c'est que l'esprit du temps avait besoin d'un instrument pour exécuter une certaine mission outre-mer. Toute la mission du peuple hollandais fut une mission de l'esprit du temps. Et si ce peuple fut mis à part, c'est pour donner à cet esprit du temps la possibilité de faire, grâce à lui, quelque chose d'important à une certaine époque. Ce que disent les historiens n'est que la maya extérieure et déguise les véritables faits plutôt que de les révéler. Ce qui s'est produit là de façon si frappante, c'est-à-dire qu'une partie d'un peuple a dû se séparer de l'ensemble, vous pouvez le voir ailleurs encore. Il s'agit du peuple portugais. Ici, vous chercheriez en vain d'autres causes à cette séparation que celle d'une victoire de l'esprit du temps sur l'archange. Si vous passez en revue les faits, vous découvrirez que l'occasion fut saisie pour constituer un peuple distinct, les occasions ayant été peu nombreuses. Espagnols et Portugais formaient un même peuple. Les causes extérieures sont peut-être que les fleuves ne sont vraiment navigables que jusqu'à la frontière portugaise. Il n'existe pas d'autres raisons d'ordre extérieur. Il y a, en revanche, une raison profonde, c'est que certaines tâches devaient être accomplies qui devinrent justement l'affaire des Portugais. Tâches différentes de celles qui incombaient à l'ensemble du peuple espagnol. Nous voyons alors que pendant quelque temps, les esprits du temps ont une activité beaucoup plus intense que d'ordinaire. L'harmonie qui régnait jusque-là est alors remplacée par une autre. Au lieu de donner ses instructions à l'archange, l'esprit du temps intervient directement dans l'histoire du peuple et l'on voit les autres esprits mettre l'occasion à profit pour s'incarner. Lorsqu'une ethnie fait ainsi sécession, l'esprit du temps assume si bien pendant un temps les fonctions de l'archange que dans le feu de l'enthousiasme qui s'empare des individus, la séparation ne se manifeste tout d'abord dans la population que par un besoin d'agir, et d'agir vite. On voit que la diligence, l'affairement, l'effervescence sont dus à la mission de l'esprit du temps. C'est là qu'un archange normal et un archange anormal ont la possibilité de s'incarner dans la partie séparée de l'ethnie. Alors commence la croissance des peuples hollandais et portugais, qui reçoivent de ce fait leur propre archange, un de chaque sorte. Dans ce qui s'est ainsi incarné par la différence dans le tempérament du peuple qui se manifeste alors chez les individus, on voit comment ces entités spirituelles sont entrées en action. On les voit intervenir d'une façon tout à fait curieuse, et l'on reconnaît alors que l'histoire, telle qu'elle se déroule extérieurement, n'est que ce qui résulte de leur intervention. Ainsi, la parole selon laquelle le monde extérieur est maya, illusion, prend peu à peu un sens plus concret. Ce qui se produit extérieurement dans l'histoire n'est que le reflet vers le dehors des entités spirituelles suprasensibles, tout comme l'être humain n'est, vers le dehors,
que le reflet de ce qu'il est à l'intérieur. Voilà pourquoi je dois dire que cette parole, entre guillemets, le monde est Maya, est d'une importance exceptionnelle. Il ne faut pas se lasser de le souligner. Mais si l'on répète une parole prise abstraitement, on ne fait pas assez. Il faut être à même de la vivre jusque dans le détail. Or, dans ce que nous appelons le monde, nous avons vu que d'autres esprits, d'autres hiérarchies encore sont à l'œuvre. Nous avons parlé des archanges normaux et anormaux. Ces derniers se sont dévoilés à nous comme des esprits de la forme, des puissances, mais qui ont renoncé à développer une certaine partie des qualités qu'ils pourraient avoir. Demandons-nous ce qu'il en est des esprits normaux de la forme. Nous trouvons ces entités 4 degrés au-dessus de l'être humain. Nous aurons encore à parler d'elles dans la prochaine conférence. Mais la série des hiérarchies ne s'arrête pas à ce que nous appelons les esprits de la forme. À l'échelon qui suit sont les esprits du mouvement, dynamis ou vertu, et les kyriotétes, domination ou esprit de la sagesse, sont placés encore plus haut. Ces différentes entités spirituelles figurent aussi dans mes écrits, la science de l'occulte et la chronique de l'Akasha. Vous pouvez maintenant comprendre que la loi du retard et du renoncement joue également pour les esprits supérieurs. Les esprits du mouvement peuvent donc aussi rester en arrière pour certaines de leurs facultés. Les esprits du mouvement sont 5 degrés au-dessus de l'être humain. Mais ceux d'entre eux qui sont retardés participent à l'évolution de l'humanité comme s'ils n'étaient que des esprits de la forme, des puissances. Par certaines de leurs qualités, ce sont effectivement des esprits du mouvement. Et celles auxquelles ils ont renoncé font d'eux des esprits de la forme. Donc, les esprits de la forme normalement évolués, qui sont 4 degrés au-dessus de l'être humain, agissent sur un terrain où œuvrent aussi des esprits retardés, qui sont en réalité des esprits du mouvement. Tout comme archanges normaux et anormaux agissent sur le même terrain, il existe un champ d'action commun aux esprits normaux et anormaux de la forme, ces derniers étant des esprits du mouvement retardés. Et de leur collaboration naît quelque chose qui touche l'humanité de près. C'est ce que nous appelons les races, que nous devons distinguer des peuples. Cette façon de voir les choses nous en donne des idées non pas confuses mais fluides, car il ne faut pas tout mélanger. Un peuple n'est pas une race, et la notion de peuple n'a rien à voir avec celle de race. Une race peut se diviser en peuples très différents. Les races constituent d'autres communautés que les ethnies. Nous parlons certes à juste titre d'un peuple allemand, hollandais ou norvégien, mais nous parlons d'une race germanique. Qu'est-ce donc qui agit dans la notion de race? Ce sont les entités que nous appelons esprits normaux de la forme ou puissance et celles que nous connaissons pour être des esprits retardés de la forme, en fait des esprits du mouvement qui ont une mission d'esprit de la forme et qui agissent ensemble. Voilà pourquoi les êtres humains sont divisés en races. Ce qui fait que sur la Terre entière, les êtres humains sont tous semblables, ce qui fait de chacun, à quelque race qu'il appartienne, un être humain, un membre du genre humain, nous le devons aux esprits normaux de la forme. Mais ce qui agit sur toute la Terre pour diviser l'humanité en races, cela dépend des esprits retardés de la forme, car ils se sont sacrifiés afin que la Terre ne porte pas une humanité indifférenciée, mais une grande variété d'êtres humains. Ainsi se constitue en quelque sorte le fondement, le sol d'où surgissent les individualités des peuples.
nous obtenons une vue d'ensemble sur toute la planète Terre. Nous la voyons destinée à héberger une humanité par les esprits normaux de la forme. Les esprits retardés du mouvement interviennent sur le champ d'action de ces derniers et, en tant qu'esprits anormaux de la forme, répartissent cette humanité en races sur toute la surface de la Terre. Cherchant à voir ce que veulent au fond ces esprits, nous nous plongerons dans les tâches et les desseins de ces esprits normaux et anormaux de la forme, et nous comprendrons la raison d'être des races, qui doivent fournir une base à tout ce qui s'élève sur leur sol. Lorsqu'ensuite nous examinerons un peuple en particulier, nous pourrons comprendre et saisir ce qu'il est. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.